Ma deuxième proposition concerne les notions clés que l'on met en œuvre quand on parle d'herméneutique. Et je lis pour introduire cette session quelques versets de la première épître aux Corinthiens au chapitre 14. Vous le savez, l'apôtre Paul, dans ce chapitre, évoque les dons spirituels et compare en particulier le don de glossolalie et le don de prophétie. Et au verset 8, je lis, il s'écrit « Si la trompette produit un son incertain, qui se préparera au combat? De même, vous aussi, si par la langue, il veut dire la langue parlée par le glossolal, la langue selon le don spirituel de glossolalie, si par la langue vous ne produisez pas une parole significative, comment saura-t-on ce qui est dit? Vous parlerez en l'air. Si nombreux que soient les divers langages du monde, aucun n'est dépourvu de sens. Mais si je ne connais pas le sens d'un langage, je serai un barbare pour celui qui le parle, et celui qui le parle sera un barbare pour moi. De même, vous aussi, puisque vous aspirez aux manifestations de l'Esprit, cherchez à y exceller, mais pour la construction de l'Église. Je lis ce texte parce que l'apôtre Paul montre de manière très, très nette dans cette discussion que l'importance pour lui, c'est le sens et la réception du sens. C'est ce qui, à ses yeux, en Église, rend le don de glossolalie inférieur au don de prophétie, que l'impossibilité pour celui qui ne connaît pas la langue de parvenir au sens. Dans ce que je viens de résumer, je mets en jeu plusieurs des notions clés de l'herméneutique. J'ai déjà défini l'herméneutique dans le premier exposé comme la science de l'interprétation. Mais qu'est-ce que l'interprétation? Comment définirons-nous maintenant l'interprétation? Je vous propose de dire que c'est l'expression du sens d'une parole. Alors une parole, un énoncé, plus ou moins développé d'ailleurs, dans un autre langage que celui dans lequel elle se trouve d'abord énoncée, pour en faciliter la compréhension. Le mot herménein, comme herméneo, herménein à l'infinitif, comme je l'ai dit, peut se traduire comme interpréter. Foncièrement, il s'agit d'une traduction, soit d'une langue à l'autre au sens des dialectes qui ont une identité repérée, un vocabulaire qu'on retrouvera dans des dictionnaires, etc., soit au sens de langage, de façon d'utiliser une langue donnée. Car on peut dire que dans l'usage d'une langue donnée, il y a un grand nombre de possibilités de langage. Il y a des niveaux de langage, les linguistes les distinguent. Il y a simplement des diversités de vocabulaire ou des façons de dire à peu près équivalentes, utilisent des mots tout à fait différents. Il y a un principe que j'estime important, que j'ai retenu cela, qu'on appelle le principe Peirce. Charles Peirce est un grand philosophe et en même temps c'était un scientifique, et avec des travaux pionniers en matière linguistique aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, dans la dernière partie du XIXe siècle. Et il est considéré comme un des grands de la pensée philosophico-scientifique de l'époque.
il est crédité de la fondation du pragmatisme avec William James, mais dans un climat intellectuel très différent, beaucoup plus rigoureux que celui de William James. On considère aussi qu'il peut être considéré comme un père de la philosophie analytique qui a régné dans le monde anglo-saxon au XXe siècle. Donc c'est un grand bonhomme. Et ce Charles Peirce a formulé le principe, si j'ai bien compris, et si je ne trahis pas ce qu'il a voulu dire par mes mots, qu'on peut toujours dire dans n'importe quelle langue la même chose autrement. On peut toujours trouver des mots, des périphrases, des termes explicatifs qui vont finalement porter le même sens. Il y a plusieurs langages qui appartiennent à la même langue, entre lesquels on peut faire son choix lorsqu'on exprime le sens d'une parole. L'interprétation, c'est le choix d'un autre langage, ou éventuellement d'une autre langue. Traduction et interprétation, vraiment, sont à prendre comme extrêmement proches et solidaires. C'est le choix d'un autre langage pour faciliter la compréhension du sens. Quand quelqu'un ne nous a pas compris, il nous demande de répéter. Souvent, nous ne répétons pas. Nous disons autrement. Pour expliquer, c'est précisément développer dans un autre langage le sens qu'on a voulu exprimer. De façon à en faciliter la compréhension. C'est la finalité de l'interprétation. Si tout est clair d'emblée, il n'y a pas besoin d'interpréter davantage. Cela est vrai pour les langues et c'est vrai pour les langages, selon ce que je fais maintenant une petite distinction. L'opération interprétative suppose une dualité de langage et la capacité de ces divers langages de porter le même sens. Au moins une équivalence. Alors on pourra toujours dire qu'il n'y a jamais deux langages parfaitement équivalents, ne serait-ce qu'à cause des valeurs de connotation qui accompagnent l'usage des mots, ne serait-ce qu'à cause des effets esthétiques différents selon la longueur de la phrase, selon même les sonorités qu'on met en œuvre. Ça, c'est la dimension poétique qui s'associe même à la prose. Deux langages ne seront pas équivalents à 100%. Mais la différence est généralement négligeable lorsque l'interprétation est réussie. On a une équivalence qui suffit à la communication humaine et ce qui justifie cette acceptation d'une équivalence qui n'est pas absolue, d'une pureté à 100%, c'est que de toute façon le langage humain est imprécis. Les langages naturels ont des bords quelque peu émoussés. Ce n'est pas d'un tranchant total. Seuls quelques langages extrêmement spécialisés, techniques, peuvent atteindre à une rigueur qui ne laisse aucun flou. Et encore, je me demande si c'est réellement possible. En tout cas, par rapport à la communication ordinaire, ils ont ce trait, mais ce sont des langages artificiels et qui ne conviennent pas pour tout ce qui touche davantage à la vie personnelle, à un domaine qu'on pourrait dire existentiel. Donc, du fait que nos langages sont de toute façon imprécis, qu'il y a une marge de flou. Il y a d'ailleurs des travaux qui sont faits sur la logique du flou. C'est un département d'études. Le fait que
dans l'interprétation, les langages ne peuvent pas se correspondre totalement, ne gênent pas pour affirmer l'interprétation comme une opération valide. Le même sens est exprimé de façon qui en facilite la compréhension. Mais qu'est-ce que la compréhension? Deuxième notion clé. Qu'est-ce que la compréhension? La compréhension, c'est la saisie du sens. Quand je comprends, deux opérations s'opèrent plus ou moins simultanément, mais il y a peut-être quand même un ordre au moins logique entre ces deux opérations. D'une part, la pensée de celui qui a parlé ou écrit pénètre en moi, je la reçois. Alors cette pensée, c'est la formation d'un sens. Et d'autre part, je l'intègre à ma propre pensée. Ces deux opérations vont ensemble, mais je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y ait compréhension si l'une des deux manque. Si la pensée de l'autre n'a pas pénétré en moi, ben simplement je n'ai rien compris. Il n'y a pas eu de transmission de sens. Mais si je me contente de cette réception sans du tout me disposer à son égard, ce n'est pas moi qui ai compris. Je n'ai pas encore assumé de façon responsable l'intégration dans ma vision des choses de ce qu'il me propose. Donc la compréhension unit ces deux éléments, me semble-t-il. J'ai amassé une petite formule, je l'ai forgée. Comprendre, c'est voir ce que voit l'autre avec ses propres yeux. Je comprends l'autre quand je vois comment il l'a vu, mais je l'intègre dans ma propre vision. Et à partir de cette analyse de l'opération compréhensive, ou d'entendement, si on veut employer l'expression, parce que le mot compréhensif n'a pas le sens fort que la racine compréhension, préhension comme, quand on parle de l'incompréhensibilité divine. Je parle de la compréhension non pas comme une saisie totale et avec maîtrise, mais comme réception active du sens, de la pensée d'autrui. Donc, dans cette opération double, je pense qu'on peut dire qu'il y a en général deux normes. Il y a la norme de son usage du langage par celui qui a parlé. Pour le comprendre, il faut que je vois comment il a employé les termes qu'il a mis en œuvre. Donc, j'obéis en quelque sorte à ce qu'il a lui-même déterminé. Il a choisi tel mode de langage. Je dois m'adapter, suivre pour saisir ce qu'il a voulu me dire. C'est la première norme. Mais la deuxième, c'est celle de ma propre pensée dans laquelle j'intègre le sens qu'il m'apporte. J'ai une vision du monde et j'intègre la pensée de l'autre. En général, je l'évalue. Si je l'intègre, je peux l'intégrer avec des degrés divers d'approbation. Oui, voilà ce qu'il pense. À partir de la vision que j'ai peu à peu élaborée dans tous les temps de ma vie qui ont précédé, j'évalue cette pensée. Alors nous verrons dans un exposé ultérieur ce que cela devient dans le cas de la parole biblique.
dans le cadre de l'interprétation scripturaire. Mais je pense que dans toute opération de compréhension, dans le quotidien le plus banal, il y a ces deux éléments qui jouent et avec un certain droit de norme pour, d'une part, la manière dont le locuteur use du langage et, d'autre part, pour la vision dans laquelle j'intègre ce qu'il me dit. J'ai parlé jusqu'à présent du sens, et plusieurs fois. Qu'est-ce que le sens? Alors ça, c'est la question à 10 millions de dollars. Hein, c'est la question la plus difficile. Il y a des ouvrages qui ont paru s'interrogeant sur le sens du sens. Plus la notion est fondamentale, plus il est difficile de la définir. Et j'ai grand mal à le faire pour celle de sens. J'ai une petite citation que je trouve intéressante de Claude Lévi-Strauss, celui dont on a dit qu'il était le structuralisme en personne, qui a longtemps été pour le public français, d'après des sondages, l'intellectuel numéro 1, reconnu comme tel. Et Lévi-Strauss, donc structuraliste, déclare très ouvertement que son but serait de dissoudre tous les phénomènes dans le physico-chimique. Il l'a dit très clairement. Et il a eu un débat avec Ricoeur, sur l'herméneutique essentiellement, et sur le traitement du mythe, qui a été une spécialité de l'un et de l'autre. Un débat qui a d'abord paru dans la revue Esprit, et qui a été repris dans l'un des volumes des œuvres de Ricoeur. Et à un certain moment, il parle du sens. Hein, et Claude Lévi-Strauss est obligé de définir ce qu'il appelle le sens. Et voici ce qu'il répond. Qu'est-ce que le sens, selon moi? Une saveur spécifique perçue par une conscience quand elle goûte une combinaison d'éléments dont aucun prix en particulier n'offrirait une saveur comparable. Je trouve que c'est très éloquent de la difficulté que Lévi-Strauss peut avoir à définir le sens et en donner un compte-rendu qui paraît satisfaisant, parce que cette saveur, c'est d'un vague. Et pourquoi cette saveur, quand on combine deux éléments, saveur pour qui? Pour tel individu, pas pour tel autre. Vous voyez, la définition est vraiment d'une très grande pauvreté. Alors qu'un Lévi-Strauss, surdoué d'une intelligence tellement supérieure, en soi là, montre la difficulté qu'il y a à définir le sens. Alors je donne deux éléments qui me paraissent utiles. D'une part, une distinction qui a été faite par un philosophe allemand, Frege. On peut parler de sens, d'une part pour la référence. Pour la référence, le sens du mot table, quand je dis cette table, c'est que je me réfère à cette table devant moi. C'est par cette relation à un objet dans la réalité que le mot a ce type de sens. On dit parfois dénotation en français. Il employait en allemand Bedeutung. Et il distinguait donc cette forme du sens de ce qu'il appelait en allemand Sinn. Alors c'est plus difficile à dire en français. C'est plus que connotation. C'est signification comme association d'un ensemble de traits affirmés. Cette table est de couleur marron. Voilà. Le sens de cette phrase, alors là, il faut une phrase. Ou, si c'est un mot, par exemple, une interpellation, un seul mot peut constituer une phrase. En fait, parce qu'il y a association de plusieurs éléments auxquels référence est faite, mais association
affirmé, correspondant à un jugement dans la forme de base. Donc la couleur marron, la table, je les associe, c'est le sens de la petite phrase que je prononce. Oui, quand je dis cette table est marron. Je crois que cette distinction est très, très utile. Moi, je l'ai essentiellement apprise de Ricoeur. Hein. Je n'ai pas lu Frege lui-même, mais c'est une distinction qui clarifie quand même un certain nombre de sujets. L'autre suggestion que je fais, et là je suis bien en peine de la démontrer, mais c'est une intuition, c'est un sentiment très fort que j'ai. Il me semble impossible de parler du sens, en tout cas du sens des phrases, du sens des énoncés, en dehors d'un dessein personnel. Il me semble qu'il faut une conscience personnelle qui vise quelque chose quand il parle. Et si les choses ont un sens, c'est par intégration à un dessein de type personnel. Je ne crois pas possible d'avoir une notion de sens qui soit robuste et vraiment éclairante si on dépouille entièrement la réalité de sa dimension personnelle. Et pour nous, dans la foi chrétienne, si il n'y a pas un Dieu personnel qui gage en fait toutes les opérations qui peuvent être faites et qui évoquent le sens. Voilà quelques notions telles que je crois pouvoir vous les proposer. Alors j'aurai dans un exposé ultérieur quelques remarques critiques à l'égard d'autres options que je repousse, donc, mais qui ont eu cours en particulier dans cet âge herméneutique du XXe siècle.